J'ai économisé pendant 3 ans pour étudier à l'étranger. La nuit précédant mon vol, mes parents ont pris mon passeport. Maman a dit, tu ne pars pas. Qui va cuisiner et nettoyer? Papa a ajouté, ta sœur a besoin de toi ici. J'ai raté mon avion. J'ai pleuré pendant 2 jours. Ensuite, je suis allé à l'ambassade. Ce qu'ils m'ont dit a tout changé. Mes parents ne m'ont plus jamais revu. Ma valise était déjà prête à côté des escaliers. 2 sacs noirs, un bagage à main, un dossier plein de papiers de bourse, de lettres d'acceptation, de documents de visa, de réservation d'auberge et de toutes les preuves que j'avais construit un avenir sans leur demander la permission. J'avais 23 ans. J'avais passé 3 ans à faire les fermetures dans une imprimerie, les ouvertures dans une boulangerie, et les week-ends à donner des cours d'anglais à des étudiants internationaux juste pour payer les frais que ma bourse ne couvrait pas. Mon programme était à Rotterdam, en préservation urbaine et conception de logements sociaux. Ce n'était pas prestigieux pour ma famille car cela ne mettait pas ma sœur en valeur. Ma sœur Blé avait échoué dans 2 universités, détruit 3 voitures, et restait pourtant, d'une manière ou d'une autre, la personne fragile. J'étais la personne utile. Les personnes utiles dans ma famille ne partaient pas. Elle faisait la vaisselle après que tout le monde ait mangé. Elle conduisait Blé au rendez-vous qu'elle oubliait d'avoir programmé. Elle payait le loyer quand le mois d'activité de papa était calme. Elle souriait sur les photos de l'église. Elle disait merci quand maman leur donnait des restes de gâteau pour leur propre anniversaire. J'ai dévisagé ma mère. Où est-il? Elle a penché la tête. Où est quoi? Mon passeport. Papa a finalement levé les yeux. Son visage n'était pas en colère. C'était pire. Il avait l'air ennuyé. Comme si je faisais du bruit pendant un programme qu'il voulait regarder. Tu es dramatique, a-t-il dit. Personne n'a rien pris. Tu aurais peut-être dû y faire plus attention. Je suis passé devant eux et j'ai couru à l'étage. J'ai retourné ma chambre. Les tiroirs de la commode sont sortis en premier. Des chaussettes, de vieux reçus, un bulletin paroissial plié de Pâques, mon enveloppe d'argent liquide pour les urgences, tout a été jeté sur le sol. J'ai vérifié sous le matelas, derrière les livres, dans les poches de mon manteau d'hiver, et même dans le bac en plastique fissuré où je gardais des souvenirs d'enfance que je ne regardais jamais. Rien. Mon passeport était dans mon dossier à 21,40 car je l'avais vérifié avant de fermer mon bagage à main à 22,15 après ma douche. Le dossier était sur mon bureau. Le passeport avait disparu. Je suis redescendu en tenant le dossier vide des 2 mains. Blé était assise à la table dans un peignoir rose, remuant du miel dans un thé qu'elle n'avait pas préparé elle-même. Elle n'avait pas l'air malade. Elle avait l'air ravie. Tu pensais vraiment que tu allais simplement t'envoler et devenir une grande architecte européenne, a-t-elle demandé. J'ai une bourse. Tu as des responsabilités. Mon rire est sorti sec. Envers toi. Maman a claqué des doigts une fois. Ne parle pas à ta sœur comme ça. J'ai regardé les 3. C'était la première fois que je réalisais qu'ils ne paniquaient pas parce que j'avais perdu quelque chose d'important. Ils étaient détendus parce que leur plan avait fonctionné. Mon vol partait à 7,10 le lendemain matin. J'ai appelé la compagnie aérienne. J'ai appelé la ligne d'urgence du bureau des passeports. J'ai appelé la coordinatrice internationale de l'université et j'ai laissé un message vocal si embarrassant que j'ai dû presser mon poing contre ma bouche pendant que je parlais. Mon passeport a été pris par mes parents. Je ne sais pas quoi faire. S'il vous plaît, ne donnez pas ma place. À 3,00 du matin, je me suis assise sur le sol de ma chambre à côté de mes sacs préparés et j'ai écouté Blé rire en bas pendant que maman réchauffait de la soupe pour elle. Personne n'est venu prendre de mes nouvelles. Personne n'a frappé. Personne n'a dit que nous étions peut-être allés trop loin. À 5,20 du matin, j'ai pris un covoiturage pour l'aéroport. De toute façon, je ne sais pas ce que je pensais qu'il allait se passer. Peut-être qu'une partie désespérée de moi pensait qu'un miracle résidait au comptoir d'enregistrement. Peut-être que je pensais que si je me tenais là avec ma lettre d'acceptation et que je pleurais suffisamment, quelqu'un me croirait plus que ma famille ne l'avait jamais fait. La femme au comptoir de la compagnie aérienne était gentille. Cela m'a presque brisé. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Sans votre passeport, je ne peux pas vous enregistrer. Derrière elle, les écrans n'arrêtaient pas de changer.
Amsterdam, Londres, Paris, Rotterdam, correspondance par Dublin. Mon avenir clignotait en lettres blanches au-dessus de moi pendant que je me tenais là, tenant un dossier qui n'avait plus d'importance. Je suis resté assise près de la porte B12 pendant presque 4 heures, même après le départ de l'avion. J'ai regardé les gens se précipiter vers des endroits où ils étaient autorisés à aller. J'ai regardé des mères ajuster les vestes de leurs enfants. J'ai regardé des pères soulever des valises dans les compartiments supérieurs. J'ai regardé des étudiants se plaindre du café de l'aéroport avant de s'engager dans des vies pour lesquelles je m'étais battu et que j'avais perdu en une nuit. Lorsque le tableau des départs a changé et que mon vol a disparu, quelque chose en moi est devenu très silencieux. Pas calme, silencieux, comme une pièce après qu'un vase se soit brisé et que tout le monde attende de voir qui saigne. Je suis rentré chez moi parce que je n'avais nulle part d'autre où aller. Maman était dans la cuisine en train d'étiqueter des récipients de nourriture avec du ruban adhésif bleu. Pour Blé, a-t-elle dit sans me regarder. Puisque tu as décidé de tout rendre désagréable. Papa était à l'évier en train de laver sa tasse de voyage. Peut-être que maintenant tu comprendras que les projets faits dans le dos de ta famille ne sont pas bénis. Je ne les ai pas faits dans votre dos, ai-je dit. Je vous l'ai dit il y a 6 mois. Et nous t'avons dit que ce n'était pas réaliste. Blé est entré en flânant, les cheveux mouillés et mon gilet gris sur les épaules. Mon gilet. Celui que j'avais emballé. Elle m'a souri par-dessus le bord de sa tasse. Tu l'as raté. Quelque chose s'est tellement tordu dans ma poitrine que j'ai cru que j'allais vomir. Oui, ai-je dit, je l'ai raté. Maman a expiré par le nez, satisfaite. Bien. Alors nous pouvons tous arrêter de faire semblant. Je suis monté à l'étage. Pendant 2 jours, j'ai pleuré. Pas des pleurs gracieux, pas des pleurs de cinéma. Le genre de pleurs où votre corps est fatigué de faire du bruit, mais où vos yeux continuent de fuir de toute façon. Je suis resté allongé sur le côté dans la même chemise. J'ai ignoré les appels de numéros inconnus parce que j'avais peur que ce soit l'université me disant qu'ils étaient passés à autre chose. J'ai regardé la lumière changer sur mon mur et je me suis souvenu de chaque quart de travail que j'avais effectué avec les pieds gonflés. Chaque déjeuner que j'avais sauté pour économiser 7 €. Chaque fois que papa avait emprunté de l'argent et appelé cela la circulation familiale. Chaque fois que maman avait dit « Ne sois pas égoïste, Blé ne peut pas gérer le stress comme tu le peux ». La deuxième nuit, mon téléphone a vibré avec un message vocal. J'ai failli le supprimer. Ensuite, j'ai vu que le numéro commençait par Washington DC. Je me suis assis si vite que la tête m'a tourné. La voix était celle d'une femme, brève mais douce. Mademoiselle V, ici Anna Rowe du bureau de la mobilité étudiante. Votre université nous a contactés après avoir reçu votre message. Étant donné que votre passeport a été retenu illégalement, vous pourriez être admissible à des documents d'urgence via le canal de l'ambassade lié à votre visa d'études. Veuillez vous présenter en personne demain matin avec toutes les pièces d'identité que vous possédez encore. De plus, Mademoiselle V. Il y a eu une pause. Un papier a bougé. Si vous avez des documents portant le nom d'Alara June Marlowe, apportez-les également. J'ai repassé cette dernière phrase 7 fois. Alara June Marlowe. Marlowe n'était pas mon nom de famille. Du moins, plus maintenant. J'avais un vague souvenir de l'avoir vu une fois sur un vieux bracelet d'hôpital dans une boîte pour bébé que maman gardait fermée avec du ruban adhésif dans le grenier. Quand j'avais posé des questions à ce sujet à 14 ans, elle avait dit que c'était une erreur administrative. Puis, elle avait jeté le bracelet. Le lendemain matin, je suis parti avant que quiconque ne se réveille. Je ne leur ai rien dit. J'ai pris mon permis de conduire, la copie de mon acte de naissance, mes papiers de bourse, le dossier de passeport vide, et une enveloppe jaune que j'ai trouvée au fond de mon bureau étiquetée divers. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient des choses que j'avais gardées sans comprendre pourquoi. Un carnet de vaccination d'enfance avec une signature différente dans la case du tuteur, une photographie de moi enfant debout à côté d'un homme en uniforme de la marine à l'extérieur d'un aéroport, un reçu plié d'un garde-meuble que mon père m'avait un jour fait payer en espèces. Et un coin déchiré d'une vieille lettre adressée à Mademoiselle Alara J.V. Marlowe au bon soin du fonds Margaret Marlowe. Je n'avais aucune idée de qui était Margaret Marlowe, mais ma main tremblait tellement dans le bus qu'une femme en face de moi m'a demandé si j'avais besoin d'eau. Le bâtiment de l'ambassade ne ressemblait pas à l'endroit où la vie de quelqu'un changeait. Il avait l'air beige, fatigué et occupé. La sécurité a fouillé mon sac.
Un garde m'a donné un numéro en papier. Je me suis assise sur une rangée de chaises en plastique entre un homme qui se disputait au sujet d'un retard de visa et une mère qui faisait rebondir un bébé sur son épaule. Mon numéro a été appelé à 10.42. Guichet 6. La femme derrière la vitre avait des cheveux striés d'argent tirés en un chignon bas. Son badge indiquait « Ro. Mademoiselle vit. » Oui. Elle a regardé mon visage une seconde de trop. Ensuite, elle a regardé les papiers dans ma main. « Puis-je voir votre permis de conduire ?» Je l'ai glissé sous la vitre, elle a tapé à l'ordinateur. Son expression a changé. Pas de façon dramatique, pas assez pour que quelqu'un d'autre s'en aperçoive, mais j'avais passé toute ma vie à lire les visages des adultes pour y détecter le danger. Sa bouche s'est pincée. « Avez-vous votre passeport original ?» Mes parents l'ont pris. « Avez-vous des preuves ?» J'ai un dossier de passeport vide et des messages leur demandant de le rendre. « Montrez-moi. » J'ai ouvert mon téléphone. Il y avait 7 messages de ma part. « S'il vous plaît, rendez-moi mon passeport. Je dois partir demain matin. C'est illégal. Vous ne pouvez pas garder ma pièce d'identité. Je vais perdre ma bourse. S'il vous plaît. » Ma mère avait répondu une fois. « Arrête de te rendre embarrassante. Une fille qui abandonne sa famille ne reçoit pas de récompense. » Madame Ro l'a lu 2 fois. Ensuite, elle a demandé « Vos parents ont-ils déjà déposé une déclaration de perte de passeport en votre nom ?» Non. Elle s'est tournée vers l'homme au bureau suivant. « Appelle Elias. » L'homme a levé les yeux brusquement. « Maintenant. » Je me tenais là, les mains à plat sur le comptoir, soudain consciente de chaque son dans cette pièce. Le bébé qui pleurait, l'imprimante qui bourdonnait, le petit bourdonnement électrique de l'écran des numéros. Une porte s'est ouverte derrière les comptoirs. Un homme est sorti. Il était plus âgé, peut-être au début de la soixantaine, grand, avec un visage étroit et une façon prudente de se mouvoir. Il portait une veste sombre avec un insigne des douanes sur la poitrine. Et quand ses yeux se sont posés sur moi, il a cessé de marcher. Complètement arrêté. Le dossier dans sa main s'est abaissé. Pendant une seconde, il a eu l'air d'avoir vu un fantôme. Ensuite, il a prononcé mon nom complet. Pas le nom sur mon permis. Pas le nom que mes parents utilisaient quand ils étaient en colère. À la rage une Marlowe. Ma gorge s'est nouée. Je suis désolé, ai-je chuchoté. Est-ce que je vous connais? L'homme s'est approché de la vitre. Ses yeux étaient humides. J'ai inspecté votre dossier d'arrivée quand vous aviez 5 ans, a-t-il dit. Je m'en souviens parce que votre grand-mère se tenait exactement là où vous vous tenez et m'a fait promettre que si jamais votre nom croisait à nouveau mon bureau, je regarderais à 2 fois. La pièce a semblé basculer. Ma grand-mère. Margaret Marlowe. J'ai agrippé le bord du comptoir. Encore ce nom, a dit doucement Madame Ro. Monsieur Calder était un agent des douanes affecté à la protection de la famille et aux irrégularités de documentation à l'époque. Il est à la retraite maintenant, mais il est consultant pour les anciens dossiers. Des anciens dossiers. J'ai immédiatement détesté ces mots. Il sonnait comme si quelque chose de vieux avait attendu sous le plancher de ma vie. Monsieur Calder a demandé. Savez-vous quelque chose sur votre grand-mère maternelle? Ma mère a dit que ses 2 parents étaient morts avant ma naissance. Son visage s'est durci. Non, a-t-il dit. Margaret est morte quand vous aviez 16 ans. J'ai arrêté de respirer. 16 ans. Je me souvenais d'avoir eu 16 ans. Maman avait fait des lasagnes cette semaine-là parce que Blé avait obtenu un petit rôle dans la pièce de l'école. Papa avait emmené tout le monde dîner sauf moi parce que j'avais eu une mauvaise attitude. J'avais passé ce vendredi soir à garder les jumeaux des voisins pour gagner de l'argent pour les frais d'examen. Quelque part, une grand-mère dont on m'avait dit qu'elle n'existait pas était morte, et personne ne me l'avait dit. Madame Ro a ouvert un dossier. Votre bureau des bourses a signalé votre nom parce que le contact d'urgence figurant dans votre fonds d'éducation d'origine ne correspondait pas à vos dossiers légaux actuels. Mon quoi? Fonds d'éducation? Monsieur Calder l'a dit plus doucement. Votre grand-mère a créé un fonds protégé pour votre éducation internationale, votre logement et vos voyages. Il a été établi après que votre tante a demandé une révision de la tutelle quand vous étiez enfant.
Je l'ai dévisagé. Je n'ai pas de tante. Vous en avez une, a-t-il dit. Elle s'appelle Sorel Finch. Elle essaie de vous localiser depuis des années. J'ai ri une fois. Pas parce que c'était drôle. Parce que mon esprit refusait de retenir autant de nouvelles informations à la fois. Non, ce n'est pas possible. Mes parents l'auraient. Je me suis arrêté parce que mes parents l'auraient quoi? Dit, aimé, protégé, rendu mon passeport. Madame Rowe a glissé une feuille imprimée vers la vitre pour que je puisse la voir. C'était une lettre numérisée. La ligne du haut indiquait « Fonds d'éducation Marlowe, déblocage de l'admissibilité à l'âge de 18 ans ». En dessous se trouvait mon nom, Alara June Marlowe. Il y avait des signatures, celle de ma grand-mère, celle d'un avocat, puis, à l'encre noire près du bas, une déclaration. La bénéficiaire a refusé l'accès aux études internationales et a opté pour un soutien géré par la famille. Mon estomac s'est noué. Ce n'est pas ma signature. Madame Rowe a hoché la tête une fois. C'est ce que nous pensions. La pièce autour de moi est devenue floue. Ce n'est pas ma signature, ai-je répété, plus fort. La mâchoire de Monsieur Calder s'est contractée. Non, ça ne l'est pas. J'avais toujours pensé que mes parents me volaient de petites choses. Du temps, de l'intimité, de l'argent dans mon sac à main, de la nourriture dans mon assiette, des opportunités parfois. Mais cela n'était pas petit. C'était une porte verrouillée dont je n'avais jamais connu l'existence. Un escalier entier derrière un mur. Ma grand-mère m'avait laissé une porte de sortie, et mes parents avaient falsifié mon refus. Madame Rowe m'a demandé de m'asseoir dans une pièce annexe. Il y avait une table ronde, 2 chaises et une reproduction encadrée d'un porc. Je me suis assise avec mes mains entre mes genoux pendant qu'elle et Monsieur Calder apportaient les documents un par un. Pas tous à la fois. Peut-être savait-il que je m'effondrerais s'il le faisait. D'abord, le résumé du fonds. Ensuite, une copie du testament de ma grand-mère. Puis une lettre retournée de quand j'avais 18 ans, non ouverte, marquée refusée par le domicile. Ensuite, un email numérisé d'un avocat à mon père lui demandant que je me présente en personne pour confirmer si je souhaitais activer le fonds d'éducation. Puis la réponse de mon père, Alara a choisi de ne pas poursuivre d'études à l'étranger. Elle est instable et facilement influençable. En tant que parents, nous pensons qu'un soutien géré par la famille est préférable. Un soutien géré par la famille. J'avais payé leur facture d'électricité cette année-là. J'avais porté des chaussures avec du carton à l'intérieur parce que les semelles s'étaient fendues. Qu'est-il arrivé à l'argent, ai-je demandé. Madame Rowe a jeté un coup d'œil à Monsieur Calder. Il a placé une autre feuille devant moi. Historique des décaissements. Le premier retrait était pour la transition de logement, le deuxième pour le soutien à la santé mentale de la famille, le troisième pour les dépenses de stabilisation de la sœur à charge. Les montants n'étaient pas énormes au début. Puis ils ont augmenté. 9 000. 14 000. 22 000. Un paiement à une académie de danse privée au nom de Blé. Un paiement pour un SUV en location. Un acompte sur la rénovation du bureau de papa. Une distribution pour difficultés familiales le mois après mes 21 ans. J'ai lu jusqu'à ce que les chiffres cessent d'être des chiffres. Ensuite, j'ai couvert ma bouche. Si vous avez déjà été l'enfant que tout le monde qualifiait d'égoïste alors qu'il vivait secrètement de ce qui vous appartenait, vous savez qu'il y a un genre particulier de silence qui suit la vérité. Pas la paix, pas le soulagement, juste le son de chaque vieux souvenir se réorganisant. Monsieur Calder a dit, le fait que votre passeport ait été retenu a déclenché un processus différent parce que vous êtes une bénéficiaire adulte avec une possible coercition d'identité. Nous pouvons émettre des documents de voyage d'urgence temporaire si votre bourse confirme l'acceptation du report. Ils me laisseront quand même y aller? Le visage de Madame Rowe s'est adouci. Ils nous ont déjà demandé comment vous aider. C'est à ce moment-là que j'ai pleuré. Pas à la maison. Pas à l'aéroport. Pas quand mon vol a disparu du tableau. J'ai pleuré dans une pièce annexe beige sous des lumières fluorescentes parce que des étrangers m'avaient cru plus vite que mes parents ne l'avaient jamais fait. Madame Rowe m'a tendu des mouchoirs. Monsieur Calder a détourné le regard avec ce genre de dignité qui laissait de la place pour la mienne. À 15.00, l'université avait accepté de reporter mon arrivée à la semaine suivante. À 16.15, l'avocat du fonds avait été informé.
À 17h00, mes parents m'avaient appelé 23 fois. Je n'ai pas répondu. À 17h18, Blé a envoyé un message, maman pleure. Tu rends papa malade. Rentre à la maison avant que ça n'empire. J'ai failli rire. Pire pour qui? À 18h03, un numéro inconnu a appelé. J'ai laissé sonner. Puis un message vocal est apparu. La voix était plus âgée, essoufflée, féminine. Alara, je m'appelle Sorel. Je suis ta tante. Je sais que c'est impossible à entendre dans un message vocal, mais je t'ai cherché depuis que tu as 17 ans. Ta mère a bloqué chaque lettre. Ton père a menacé de poursuites judiciaires. Margaret n'a jamais cessé de réclamer de tes nouvelles. Elle a gardé ta chambre prête quand tu étais petite, même après qu'ils t'ont éloigné de nous. S'il te plaît, appelle-moi quand tu seras prête. Tu as été aimée. Tu as toujours été aimée. J'ai écouté ce message vocal dans les toilettes de l'ambassade, le dos contre la porte. Tu as été aimée. Tu as toujours été aimée. J'avais passé toute ma vie à penser que l'amour était quelque chose que je n'arrivais pas à mériter. Je n'avais aucune idée qu'il avait été intercepté. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, toutes les lumières de la maison étaient allumées. Cela signifiait que maman avait mis en scène une situation. Elle mettait en scène des situations comme certaines femmes dressent des tables. La salle à manger était pleine. Pas seulement mes parents et Blé. Le pasteur Cole et sa femme étaient là. 2 voisins, le partenaire commercial de mon père, Monsieur Lanham, le petit ami de Blé, Archer, et même Madame Val, de l'autre côté de la rue, qui m'avait dit un jour que j'étais une fille si serviable en me regardant porter les courses pour ma mère sous la pluie. Ils buvaient du café. Il y avait de la tarte sur la table. Mon passeport disparu trônait au centre sur une assiette blanche, comme une preuve, comme un appât. Les yeux de maman étaient rouges, mais son maquillage n'avait pas bougé. Alara, a-t-elle dit en se levant lentement. Nous sommes tous très inquiets. C'était ça. Le tribunal de l'opinion publique. Papa se tenait à côté d'elle. Nous avons invité des personnes qui se soucient de cette famille parce que tu as lancé des accusations imprudentes. Blé baissait les yeux vers son thé, jouant l'innocence blessée si bien que je me suis demandé si elle s'entraînait devant des miroirs. Le bras d'Archer était autour de sa chaise. Mon père a pointé du doigt le passeport. Ta mère l'a trouvé dans le placard à linge. Alors avant de courir partout dire au bureau du gouvernement que nous t'avons volé, tu devrais peut-être t'excuser. La pièce attendait. C'était leur erreur. Ils pensaient que j'étais toujours la fille qui s'excusait quand d'autres personnes lui marchaient sur le pied. J'ai regardé le passeport, puis ma mère. Le placard à linge. Elle a hoché la tête, des larmes s'accumulant parfaitement. Je rangeais des serviettes, et il était là. Je ne sais pas pourquoi tu nous accuserais de quelque chose d'aussi horrible. La voix de papa s'est aiguisée. Ramasse-le. Je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai posé mon dossier sur la table de la salle à manger. Pas de façon dramatique. Doucement. Cela a incité tout le monde à se pencher davantage. Je suis allé à l'ambassade aujourd'hui, ai-je dit. Le visage de maman a vacillé. Une seule fois, mais je l'ai vu. La main de papa s'est refermée sur le dossier d'une chaise. Le pasteur Cole s'est raclé la gorge. C'est peut-être une affaire de famille qu'il vaut mieux gérer avec grâce. Cela a cessé d'être une affaire de famille quand ils ont falsifié mon nom sur un document de fonds fiduciaires. Personne n'a bougé. Blé a levé les yeux. Quel fonds? J'ai sorti la première page. Le fonds d'éducation Marlowe. Le nom de ma grand-mère. Mon nom. La date. Je l'ai placé à côté du passeport. Maman a chuchoté. C'est privé. C'était la première chose honnête qu'elle disait de toute la soirée. Madame Val s'est penchée en avant. Margaret Marlowe. Je me souviens de ce nom. N'est-elle pas venue ici une fois il y a des années? Mon père a rétorqué. Non. Trop vite. Monsieur Lanham l'a regardé. Grant. Papa l'a ignoré. Alara est confuse. Elle a été soumise à une pression énorme. J'ai sorti la fausse déclaration. Est-ce ma signature? Maman a tendu la main vers le papier.
Je l'ai retiré. Non, lisez-le de là-bas. Sa main s'est figée. Le pasteur Cole a mis ses lunettes. La pièce est devenue très silencieuse pendant qu'il lisait. La bénéficiaire a refusé l'accès aux études internationales. Le bras d'Archer a glissé de la chaise de Blé. Blé a chuchoté. Papa. Le visage de papa a pris une étrange couleur grise. Ce n'est pas quelque chose pour les invités. J'ai dit. Vous les avez invités. Cela a frappé plus fort que je ne l'espérais. Madame Cole a pincé les lèvres. Monsieur Lanham a ramassé la feuille des décaissements avant que papa ne puisse l'arrêter. Ses yeux ont parcouru la page. Ensuite, il a regardé Blé. Académie de danse. La bouche de Blé s'est ouverte. Maman a dit, c'était pour la guérison familiale après une saison très difficile. Je l'ai dévisagé. Vous avez utilisé mon fonds d'éducation pour payer les cours de danse de Blé. Blé s'est levé. Je ne savais pas. Et peut-être qu'elle ne savait pas. Pas tout. Mais elle savait que ma vie avait été pliée autour de la sienne. Elle savait que mes quarts de travail payaient son essence. Elle savait que mes lettres de bourse disparaissaient. Elle savait quand je pleurais après avoir raté mon vol. Elle portait mon gilet et souriait. Alors je ne l'ai pas réconfortée. Pas cette fois. Papa s'est avancé vers moi. Assez. Tu ne comprends pas le langage juridique. Une voix depuis le couloir a dit, elle le comprend mieux que vous ne l'espériez. Tout le monde s'est retourné. Monsieur Calder se tenait dans l'entrée avec Madame Rowe à ses côtés et une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait la fin de la cinquantaine, peut-être le début de la soixantaine, avec des cheveux blonds cendrés coupés à la mâchoire et des yeux exactement comme les miens. Mon corps a su avant mon esprit. Sorel, ma tante. Elle m'a regardé comme si elle essayait de ne pas se précipiter à travers la pièce et de me faire peur. Alara, a-t-elle dit doucement. Maman a attrapé la chaise devant elle. Non, a-t-elle soufflé. La voix de papa s'est élevée. Vous n'avez pas le droit d'entrer dans ma maison. Sorel l'a regardé. J'ai frappé. Votre porte était ouverte. Et après ce que vous avez fait à ma nièce, ne commencez pas une phrase sur les droits. Monsieur Calder s'est avancé. Monsieur et Madame V, je suis Elias Calder. Je suis consultant sur une enquête concernant la documentation et la coercition d'identité. La demande de passeport d'urgence de Mademoiselle V. Marlowe a ouvert un examen de plusieurs dossiers liés à son fonds fiduciaire. Papa a essayé de rire. C'est sorti faux. C'est absurde. Elle est notre fille. La voix de Sorel a transpercé la pièce. Elle était la petite fille de Margaret avant de n'avoir jamais été votre servante non rémunérée. Maman a tressailli. Le pasteur Cole a enlevé ses lunettes. La façade sociale se fissurait. Je pouvais le voir se produire en temps réel. Ma mère, qui pouvait pleurer sur commande, n'arrivait plus à trouver les bonnes larmes. Mon père, qui pouvait parler plus fort que quiconque, était soudain devenu prudent. Blé, qui savait toujours comment devenir la victime dans n'importe quelle pièce, avait l'air vraiment effrayé parce que l'histoire n'était plus la sienne à contrôler. Madame Rowe a placé un document sur la table. Voici le registre des livraisons refusées pour 5 lettres recommandées envoyées à Alara entre 18 et 21 ans. Chaque refus a été signé par Denise V. La bouche de ma mère s'est entr'ouverte. Madame Val a dit, Denise. Juste son nom. Mais la déception qu'il contenait a rempli la pièce. Maman a chuchoté. Nous la protégions. Sorel a ri une fois. Ce n'était pas cruel. C'était pire. C'était épuisé. D'un fonds d'éducation. D'une grand-mère qu'il aimait. D'une porte de sortie. Papa m'a pointé du doigt. Elle nous aurait quittés. Je l'ai regardé. C'était ça. Pas elle n'était pas en sécurité. Pas elle n'était pas prête. Pas nous avions peur. Elle nous aurait quittés. Oui, ai-je dit. Je l'aurais fait. La dynamique de la pièce a changé. Je ne veux pas dire émotionnellement. Je veux dire physiquement. Madame Val a éloigné sa chaise de ma mère. Archer a reculé loin de Blé. Monsieur Lanham a posé le papier et a regardé mon père comme s'il voyait la fraude d'un client avant un procès.
Le pasteur Cole a demandé doucement. Grant, as-tu signé son nom? La mâchoire de papa s'est contractée. J'ai signé ce qui était nécessaire pour que cette famille survive. C'était la confession. Pas légalement parfaite, pas complète, mais suffisante pour que maman s'asseye comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Blé a couvert sa bouche. Tu m'avais dit que le fonds venait des investisseurs de papa. Je me suis tourné lentement vers elle. Quoi? Blé a commencé à pleurer, mais cette fois ce n'était pas gracieux non plus. La voiture, la caution de l'appartement, mon cours de certification. Ils ont dit que papa avait des investisseurs. Ils ont dit que tu étais jalouse parce que grand-mère ne t'avait jamais rien laissé. Les yeux de Sorel se sont fermés. Madame Rowe a noté quelque chose. Papa a dit, arrête de parler. Mais Blé avait enfin trouvé une vérité qui ne la faisait pas paraître fragile. Cela la faisait paraître utilisée. Et elle détestait ça. Non, a-t-elle dit, la voix tremblante. Tu m'as dit qu'elle ne se souciait pas de la famille. Tu m'as dit qu'elle accumulait de l'argent pendant que je luttais. J'ai dévisagé ma sœur. Pendant des années, j'avais pensé que Blé était l'enfant chéri parce qu'elle gagnait. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai vu qu'on lui avait aussi fourni un scénario. Elle l'avait apprécié. Elle en avait profité, mais elle ne l'avait pas écrit en entier. Maman a tendu la main vers elle. Bébé, ne les laisse pas te monter contre nous. Blé a reculé. La main de ma mère est restée suspendue en l'air. C'est à ce moment-là qu'elle a perdu le contrôle de la pièce. Pas quand les documents sont sortis. Pas quand l'agent des douanes a parlé. Quand son enfant préféré a reculé et l'a laissé les mains tendues dans le vide. Monsieur Lanham a dit. Grant, mon nom est lié aux prêts de rénovation de ton bureau. Papa l'a regardé brusquement. Pas maintenant. Si, maintenant. Monsieur Lanham a repris la feuille des décaissements. Si des fonds liés à un fonds fiduciaire de bénéficiaires ont été présentés comme du capital d'entreprise, j'ai besoin que mon avocat intervienne. Le visage de papa est devenu rouge. C'est la famille. Non, a dit monsieur Lanham, c'est une exposition. Je n'ai jamais oublié ce mot. Exposition. Cela sonnait comme la lumière du soleil frappant de la moisissure. Sorel s'est enfin approchée de moi. Elle a tendu une photographie, pas vers la pièce, vers moi. Elle montrait une femme aux cheveux blancs assise sur une balancelle de Porsche tenant une petite fille avec des bottes de pluie jaunes. Moi. Je connaissais ces bottes parce que j'en avais un jour rêvé et je m'étais réveillé en pleurant sans savoir pourquoi. C'était Margaret, a dit Sorel. Ta grand-mère. Mes doigts ont tremblé quand j'ai touché la photo. Elle n'a cessé de réclamer de tes nouvelles jusqu'à la fin. Maman a émis un petit son. Je l'ai regardée. Tu m'as dit que je n'avais personne. Elle a pleuré alors. De vraies larmes peut-être. Mais j'avais fini de mesurer sa douleur pour décider si la mienne était autorisée. Tu nous avais, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. J'avais des corvées. Papa a claqué sa paume sur la table. Après tout ce que nous avons fourni. La voix de monsieur Calder était calme. Monsieur vit, j'arrêterai de parler sans avocat. Le silence. Cette phrase a fait ce que des années de supplication de ma part n'avaient pas pu faire. Elle a fait taire mon père. La semaine suivante a été une tempête de papier. Document de voyage d'urgence. Appel de l'avocat du fonds fiduciaire. Déclaration sous serment. Saisie conservatoire temporaire des fonds restants. Approbation d'arrivée réémise par l'université. Nouveau vol. Rapport de police. Déclaration. Copie. Signature. Encore des copies. Je suis resté avec Sorel. Sa maison était à 2 villes de là et pleine de livres. Des carillons éoliens et de vieilles photographies encadrées de personnes dont on m'avait appris qu'elles n'existaient pas. La première nuit, elle a préparé de la soupe et ne m'a pas demandé de l'aider. Je suis quand même resté dans sa cuisine, mal à l'aise face à une gentillesse pure. Elle l'a remarqué. Alara, a-t-elle dit, assieds-toi. Je peux couper quelque chose. Je sais que tu peux. Je peux faire la vaisselle. Je suis sûr que je ne veux pas être impoli. Son visage s'est adouci.
Se reposer dans une maison où tu es aimé n'est pas impoli. Cette phrase m'a plus défaite que les documents parce que personne ne m'avait jamais dit que le repos pouvait m'appartenir. Le troisième jour, Sorel a ouvert un coffre en cèdre et m'a montré des lettres, des cartes d'anniversaire retournées non ouvertes, des photos que ma grand-mère avait gardées, un minuscule pull bleu de quand j'avais 6 ans. Une copie de la première lettre du fonds fiduciaire envoyée après mes 18 ans, et une enveloppe scellée avec mon nom de l'écriture de Margaret. J'ai attendu minuit pour l'ouvrir. Chère Alara, si ceci te parvient tardivement, je suis désolé. J'ai essayé toutes les voies appropriées et j'ai été bloqué par des personnes qui confondent la possession avec l'amour. Je veux que tu saches ceci. Tu n'étais pas indésirable. Tu n'as pas été oublié. Tu n'étais pas difficile à aimer. Tu as été emmené dans une maison qui avait besoin de quelqu'un d'utile. Et j'ai été trop lente à comprendre ce que cela signifiait. J'ai laissé ce que je peux pour ton éducation. Mais plus que cela, je te laisse une permission. Pars, étudie, construis des pièces dans lesquelles personne ne pourra t'enfermer. Va là où ton esprit grandit. Ne reviens que si revenir ne te rend pas petite. Avec tout mon amour, grand-mère Margaret. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Ensuite, je l'ai pressé contre ma poitrine et j'ai pleuré pour la femme qui m'aimait à travers les murs. Mes parents ont tout essayé. D'abord la culpabilité. Maman a envoyé un message. Tu détruis la réputation de ton père pour de l'argent. Ensuite la peur. Papa a envoyé, tu ne comprends pas ce que coûtent des poursuites judiciaires. Rentre à la maison et nous pourrons régler cela en privé. Ensuite la douceur. Blé a envoyé, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas tout. Pouvons-nous parler avant que tu ne partes? Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je voulais les punir. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'avais pas à répondre simplement parce que quelqu'un voulait avoir accès à moi. Le matin de mon nouveau vol, Sorel m'a conduite à l'aéroport. Le ciel était pâle et clair, décidant encore de quel genre de journée il allait devenir. Je portais un manteau bleu marine qui avait appartenu à ma grand-mère. Il était trop élégant pour moi. Ou peut-être que je n'étais tout simplement pas habitué à porter des choses choisies avec amour au lieu de reste. Au terminal international, M. Calder attendait près de la sécurité. Pas en tant qu'agent, en tant que témoin. Il tenait un gobelet de café en papier et a souri quand il m'a vu. « Passeport » a-t-il demandé. J'ai touché le nouveau document dans mon sac. Juste ici. Bien. Sorel m'a serré dans ses bras avec tant de précaution au début, comme si je pouvais me briser. Ensuite, je l'ai serré fort en retour pour nous deux. Je ne sais pas comment être la nièce de quelqu'un, ai-je chuchoté. Elle a ri dans mes cheveux. Tu n'as pas à le savoir aujourd'hui. Monsieur Calder a marché avec moi vers la file d'attente. Juste avant la sécurité, il s'est arrêté. J'ai dit à votre grand-mère que je regarderais à 2 fois si je voyais votre nom à nouveau, a-t-il dit. Je suis désolé que cela ait pris autant de temps. J'ai secoué la tête. Vous vous en êtes souvenu. Ses yeux ont brillé. Oui, a-t-il dit. Je m'en suis souvenu. Derrière nous, quelqu'un a appelé mon nom. Pas Sorel. Pas Monsieur Calder. Alara. Je me suis retourné. Mes parents étaient près des portes du terminal. Papa avait l'air plus petit en dehors de la maison. Sans la table à manger, sans les gens de l'église, sans l'éclairage mis en scène par maman et les doux pleurs de blé, il n'était qu'un homme dans le costume de la veille tenant un dossier comme un bouclier. Maman se tenait à côté de lui, pâle et furieuse sous une écharpe qu'elle portait quand elle voulait que les gens pensent qu'elle était fragile. Blé n'était pas avec eux. Cela m'a surprise. Papa s'est avancé jusqu'à ce que M. Calder se décale légèrement entre nous. Cela l'a arrêté. Les yeux de maman se sont posés sur mon manteau. C'est le sien. J'ai touché la manche. Oui. Sa bouche a tremblé. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à du chagrin. Puis elle l'a gâché. Elle a toujours voulu te séparer de moi. J'ai regardé ma mère pendant un long moment. Non, ai-je dit. Elle voulait me rendre à moi-même. Papa a tendu le dossier. Nous avons parlé à un avocat. Cela peut encore être corrigé si tu arrêtes l'escalade. Corrigé? Gérer? Gérer en famille, a-t-il dit.
J'ai presque souri. Il n'appelait cela la famille que lorsque la responsabilité entrait dans la pièce. Que voulez-vous, ai-je demandé. Maman s'est approchée. Ne monte pas dans cet avion. C'était encore là. Le même ordre dans une robe plus douce. Tu as encore besoin de temps, a-t-elle dit. Tu es dépassée. Tu as toujours été émotive. Reste un mois. Nous parlerons. Nous organiserons un plan approprié. Un plan approprié où je cuisine et je nettoie. Ses yeux ont lancé des éclairs. C'est une façon cruelle de décrire l'aide apportée à ta propre maison. Ma propre maison, ai-je demandé. Vous voulez dire la maison où vous avez caché mon passeport? Papa a dit, baisse la voix. J'ai regardé autour de moi. Des voyageurs faisant rouler des valises. Un petit garçon mangeant des biscuits. Une femme serrant son mari dans ses bras pour lui dire au revoir. Personne ne se souciait de l'embarras de mon père. Cela l'a mis encore plus en colère. J'ai fait un pas de plus. Pas assez pour qu'il me touche. Vous avez volé mes documents. Vous avez falsifié ma signature. Vous avez utilisé l'argent de mon fonds fiduciaire. Vous avez menti sur la mort de ma grand-mère. Vous avez renvoyé mes lettres. Vous m'avez laissé croire que je n'avais personne pour que je continue à servir des personnes qui dépensaient ce qu'elles m'avaient laissé. Maman a pleuré silencieusement. Le visage de papa s'est durci. Tu as été nourri. Tu as été habillé. J'étais utile. Il n'a eu aucune réponse à cela. Ensuite, maman a prononcé la phrase qui a finalement mis fin à son pouvoir sur moi. Si tu pars maintenant, ne reviens pas. À 17 ans, cela m'aurait détruite. À 20 ans, cela m'aurait fait m'excuser. À 23 ans, debout dans un aéroport avec mon vrai nom restauré et la lettre de ma grand-mère dans mon sac, cela a sonné comme une porte qui s'ouvre. Je n'en avais pas l'intention, ai-je dit. Papa m'a dévisagé. Maman a arrêté de pleurer. Je me suis détourné. Cette fois, personne n'a pris mon passeport. Personne n'a bloqué la porte. Personne ne m'a obligé à prouver que je méritais de partir au contrôle de sécurité. L'agent a vérifié mon document et a levé les yeux. Alara Marlowe. Pour la première fois, je n'ai pas tressailli à ce nom. Oui. Bon voyage. J'ai traversé de l'autre côté. J'ai regardé en arrière une fois. Sorel pleurait et souriait. Monsieur Calder a levé son gobelet de café. Mes parents se tenaient au-delà de la barrière, incapables de traverser. C'était une chose si simple. Cette barrière. Un ruban, un panneau, une règle. Mais pour la première fois, la règle me protégeait d'eux. Mon vol a embarqué à 9,35. Je me suis assise près de la fenêtre. Quand l'avion s'est élevé, la ville a rétréci pour devenir des lignes, des toits et des routes, tous ces endroits où j'avais appris à me faire petite. Je pensais que je me sentirais victorieuse. Ce ne fut pas le cas. Je me sentais fatigué. Je me sentais meurtri. Je me sentais libre d'une manière qui faisait encore mal. Certaines libertés font cet effet. Lorsque nous avons traversé les nuages, la lumière du soleil a rempli la cabine si soudainement que les visages de tout le monde ont changé. J'ai sorti la lettre de ma grand-mère. Construis des pièces dans lesquelles personne ne pourra t'enfermer. J'ai lu cette ligne jusqu'à ce que les roues se rentrent sous l'avion et que l'océan s'ouvre sous nos pieds. 3 ans d'économie n'avaient pas été gaspillés. 2 jours de pleurs n'avaient pas été la fin. Un passeport volé avait ouvert un dossier que mes parents pensaient enterrer pour toujours. Et l'agent des douanes qui se souvenait encore de mon nom est devenu la première personne à me rendre la vérité. Mes parents ne m'ont plus jamais revu. Pas parce que j'ai disparu, mais parce qu'à partir de ce jour, j'ai arrêté de vivre là où ils pouvaient trouver la version de moi qu'ils savaient comment utiliser.